Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado Coopérateur Audio. Je suis Stéphanie McDuff et aujourd'hui on est à la ferme de recherche de Solo-Agriculture à Saint-Hyacinthe. Je suis en compagnie de l'agronome Pascal Larose, spécialiste de l'agronomie et de la mise en marché de semences Maizex. Salut Pascal. Bonjour. Pascal est également un collaborateur de longue date du coopérateur pour lequel il a écrit plusieurs articles. C'est aussi une référence pour les cultures de maïs et de soya en particulier, je dirais. Et on le retrouve souvent à donner des formations pendant les journées dédiées aux experts conseils. Aujourd'hui, il va nous brosser le portrait de la saison de culture 2023 et posera aussi un regard sur peut-être celle de 2024 ou plus largement de ce qu'on pourrait voir dans les prochaines années en agriculture. La saison de culture 2023, ça n'a pas été de tout repos. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce qui en a fait une année tout à fait hors de l'ordinaire? Effectivement, la saison 2023, comme un peu les deux dernières, est partie dans une séquence très sec. Donc, un printemps avec peu de pluviométrie, vraiment sec, facilitant les travaux au champ, mais un coup que c'est semé, l'enjeu, ça prend de l'humidité et de l'eau pour réussir à faire germer les plantes puis que tout prenne son essor adéquatement. Et cette année, comme la majorité des gens vont s'en souvenir, le printemps était tellement sec, puis ça a duré jusqu'à pratiquement la fin juin. Donc, ça a créé une levée des plantes totalement inégale, donc une levée très inégale qui s'est répertoriée plus tard en saison avec une maturité qui était aussi le reflet du printemps qui était vraiment inégale. Donc, ça a créé une variabilité de rendement chez beaucoup d'agriculteurs cette année à ce niveau-là. Puis ensuite, quand on prend le reste de la saison, autant on était extrêmement sec en début de saison, quand juillet et août est arrivé, et là, il s'est mis à pleuvoir, puis on a reçu des quantités d'eau de façon incroyable durant juillet à août, qui a causé des problématiques vraiment aux cultures, aux champs, dans les environnements, je vous dirais, les moins résilients. Donc, les terres moins bien drainées, moins bien égouttées, où la structure de sol est un peu limite. Ces environnements-là ont vraiment été plus affectés que les terres, qu'on dirait plus à l'ordre ou de première qualité. Là. Au-delà des terres elles-mêmes, est-ce qu'il y a aussi des cultures qui ont mangé un coup un peu plus solide? Bien, je dirais que la culture du soya, autant à deux niveaux, ont été affectées par une maladie qui est la maladie principale du soya, qui est la moisissure blanche, ou sclérotinia. Il faut juste comprendre le cycle de vie un peu de la moisissure blanche. Ça prend des conditions qui sont très humides, beaucoup de pluviométrie et une température qui est un peu plus fraîche. Et c'est ce qu'on a eu en juillet. Donc, c'était un cocktail parfait pour venir créer une pression ou un stress sur les plantes, puis ça a affecté vraiment la majorité du soya au Québec. Malgré ça, le bénéfice de la pluie du mois d'août a quand même favorisé le soya parce que il y a un dicton dans le soya qui dit « La pluie du mois d'août fait ton rendement ». Parce qu'on bâtit notre rendement en saison, mais tout ce qui a été comme créé par la plante, bien, durant le remplissage des grains qui se fait au mois d'août, s'il y a une bonne pluviométrie, une bonne quantité d'eau qui tombe, bien, forcément, nos feuilles vont être plus grosses, donc ça va se transposer en rendement. Et parce que les rendements, globalement, au Québec, cette année en soya, sont vraiment très bons, sont au-dessus de notre moyenne, je vous dirais, historique et supérieure à l'an passé. Donc oui, le soya a souffert de maladies, malgré tout, les cultivars d'aujourd'hui sont quand même très tolérants, je vous dirais. Oui, ils ont été affectés, mais les conditions de fin de saison de croissance du soya ont vraiment été bénéfiques pour pousser le rendement à un autre niveau. Là. Est-ce que ça veut dire que dans certains cas, on va avoir des champs qui vont avoir perdu une certaine quantité de production de plants qui ont été affectés par la moisissure blanche, mais en même temps, tous les autres qui ont réussi à se rendre jusqu'à la récolte, eux, étaient tellement productifs qu'au final, le rendement est bon? Bien, je pense que tu as bien résumé. Exactement. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc, oui, on a perdu des plants, mais au final, ceux qui se sont rendus à terme ont tellement produit plus que globalement, le rendement moyen chez l'agriculteur cette année, en 2023, a été supérieur à l'an passé et supérieur à la moyenne historique du Québec. Puis du côté du maïs, qu'est-ce qu'il y en est? Le maïs a vraiment été impacté par la sécheresse de printemps. Le maïs est très sensible à la variabilité d'émergence, comme je mentionnais un peu plus tôt. Donc, ce facteur-là, les champs au Québec les ont eu toute la saison. La pluie qui est arrivée en fin de saison a toujours été bénéfique, mais c'est une question dans le maïs, une question de gestion d'eau au niveau des sols qui étaient très résilients
Le rendement de maïs est extraordinaire. Et je vous dirais, ce qui a affecté le plus le maïs, c'est probablement les feux de forêt de cette année. Donc, feux de forêt, on a entendu parler énormément, beaucoup de publicité, pas de publicité, mais beaucoup de côté médiatisation qui est arrivé de ce côté-là. Même nos voisins américains, dans le Midwest américain, mentionnaient les feux de forêt du Québec affectent-ils la production de maïs américaine. Les Américains ont quand même bien documenté l'aspect des feux de forêt, puis le maïs en a quand même bénéficié. Pour une raison, le maïs a capté parce qu'il faut comprendre une plante, comment ça fonctionne, c'est comme un panneau solaire en réalité, une plante. Donc, les panneaux solaires, les feuilles sont là, captent la lumière. L'idée, c'est de capter le maximum de lumière possible. Mais lorsque la lumière est trop forte ou trop chaude par la température, le niveau de photosynthèse réduit un peu. Mais là, le maïs, cette année, a capté la lumière sous une forme de filtre. Donc, ce qui a amené la lumière à être plus diffuse et rentrer plus profondément dans le couvert végétatif. Puis, au final, ça a été bénéfique pour les plants de maïs. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que ça a amené un rythme de croissance du maïs qui était beaucoup plus lent que ce qu'on est habitué de voir. Donc, la plante a pris plus de temps pour faire son cycle de vie, est arrivée un peu plus tard à maturité à la récolte. Mais ultimement, au Québec, cette année, on a quand même été chanceux. Notre premier gel d'automne est arrivé très tardivement. La météo s'est replacée au mois de septembre. Si vous en souvenez bien, le mois de septembre, c'est très chaud, très ensoleillé, et ce qui a permis à la culture de maïs de finir son cycle de vie, maximiser son rendement, permettre au grain d'être le plus profond possible, donc aller chercher le maximum de poids par grain, et tout ça, c'est transposé en rendement. Donc, c'est quand même intéressant cette année. Le rendement moyen cette année est environ 2% inférieur à la moyenne de 10 ans, 6% inférieur à la moyenne de l'an passé, mais globalement, il y a des entreprises au Québec qui sont très, très, très bien tirées d'affaires et que probablement leur moyenne de maïs est supérieure à l'an passé. Mais globalement, quand on prend chacune des régions du Québec, il y a des régions qui ont été plus affectées que d'autres, notamment par la pluie. Donc, si on regarde les rendements au final, c'est peut-être pas aussi extraordinaire que ça à quoi on peut s'attendre, mais c'est aussi pas non plus aussi catastrophique que peut-être la sécheresse initiale, puis le déluge qu'on a eu ensuite nous laissait présager? Je te dirais, les moyennes, là, une moyenne dit ce que ça veut dire. Souvent, une moyenne, il y a une expression qui dit une noyer de poisson, dans le sens que ça reflète pas nécessairement la réalité. Donc, il y a des régions où le rendement a été extraordinaire. Et même chez les agriculteurs cette année, ils ont des champs où c'était extraordinaire, et ils ont d'autres champs où c'était un peu la catastrophe. Donc, la clé en arrière des deux, ou qu'est-ce qui fait que la même entreprise a du succès et n'a pas de succès cette année, c'est la capacité des sols à bien gérer l'eau, ou bien gérer les écarts de pluviométrie qu'on a dans les dernières années. C'est l'enjeu premier sur lequel il va falloir vraiment mettre l'emphase à moyen et long terme. J'allais justement te demander, en fait, comment les producteurs qui s'en sont tirés s'en sont-ils le mieux tirés? Donc, au-delà de la santé des sols, est-ce qu'il y a même le choix des variétés qui peut avoir eu un impact, ou vraiment, là, on devrait vraiment plutôt jouer du côté du sol? La génétique aujourd'hui est extrêmement performante. Peu importe ce que l'agriculteur va avoir comme semence sur son entreprise, le pouvoir de la génétique aujourd'hui est extrêmement performant. Donc, ce qui reste à faire, c'est de le mettre dans un environnement qui va lui permettre de s'exprimer puis d'aller tirer le plein potentiel de la saison. Puis le facteur limitant, c'est dans l'environnement dans lequel cette plante-là va évoluer. Donc, si durant la saison, les conditions sont difficiles, le sol est compacté, les racines ne peuvent pas bien se développer ou sont saturées en eau, forcément, le pouvoir de la génétique ou le potentiel d'aller chercher le maximum de rendement est limité par l'environnement dans lequel la plante elle évolue durant la saison. Donc, vraiment, l'aspect premier à aller travailler, c'est comment est-ce qu'on peut amener nos sols à être beaucoup plus résilients. Donc, il faut travailler vraiment sur une qualité de structure de sol. Donc, la qualité de nos sols, la capacité des sols à aller gérer l'eau quand il y en a. Et quand je parle de gérer l'eau, c'est vraiment comment le sol est capable de capter le maximum d'eau et d'évacuer le surplus d'eau. Parce qu'on veut pas que le sol, en réalité,
que l'eau ruisselle sur le sol, puis finalement, on capte pas le bénéfice de l'eau. Donc, on veut que le sol capte le maximum d'eau, l'entrepose, puis l'excédent soit évacué par le système de drainage. Donc, après l'épisode de pluie, cette espèce de bassin de rétention d'eau dans le sol va servir à la plante le reste de la saison quand la quantité d'eau sera réduite là, en cours de route. Donc, c'est important, l'eau, c'est la partie première limitante du rendement. Ça en prend. Il y a beaucoup trop de sol au Québec. Même si on a beaucoup d'eau, ils ne sont pas capables de capter cette eau-là, l'entreposer et permettre à la plante, on va dire, de la boire, la passer sous la plante et la respirer. Là. Donc, ce qu'on veut de l'eau au Québec, peu importe, en agriculture, l'idée, comme je mentionnais tantôt, notre plante, c'est un panneau solaire, les plants sont là, on fait de la photosynthèse, notre eau, on veut pas la perdre par évaporation, on veut la perdre par évapotranspiration. C'est un grand terme, là, mais ce que ça veut dire en réalité, au lieu que le sol soit à nu, puis que l'eau s'évapore naturellement parce que le soleil frappe sur le sol, on veut que la plante consomme l'eau au niveau du sol, l'eau passe par les racines, passe par la plante, rentre dans le cycle de la photosynthèse, on produit du sucre, puis l'eau, l'excédent est évacué par les stomates de la plante, donc dans l'atmosphère. Donc, il faut que l'eau passe dans notre cycle de vie de la plante. C'est le secret pour pousser le rendement à un autre niveau. Parlons maintenant de 2024 et peut-être plus largement de l'avenir. C'est dur de prévoir la météo, la direction qu'ont prendre les marchés, mais est-ce que tu as quelques perspectives à nous partager? Ben, tu sais, la vision du marché, là, faut ramener ça un peu à sa version la plus simple. Il faut juste comprendre pourquoi le marché réagit. Donc, tu sais, il ne faut pas être un spécialiste en marché de grains, je pense, en tant qu'agriculteur. Il faut juste savoir qu'est-ce qui, dans le marché, va venir influencer le prix qu'on peut commercialiser notre grain. Puis il faut savoir capter les opportunités qui vont arriver, parce qu'il en arrive toujours dans le temps. Puis probablement la pire période pour commercialiser du grain est janvier. Janvier est un mois qui est mort, il n'y a rien qui se passe. Les récoltes, parce qu'il faut voir le marché en tant que deux volets. On compétitionne avec l'Amérique du Sud et les États-Unis. Les deux gros joueurs qui vont dicter le marché des grains, c'est comment ça va en Amérique du Sud et comment ça va aux États-Unis. Donc, si ces deux environnements-là performent sans écart de conduite, on va appeler ça comme ça, la pression sur le prix va être immense. Par contre, les saisons étant ce qu'elles sont, il y a toujours des écarts de conduite qui créent du bruit, qui vont créer des pics ou des hausses de prix. Donc, c'est ces hausses-là qu'il faut aller chercher. Et normalement, période de récolte en Amérique du Sud, fin février, début mars, il y a toujours une hausse de prix dans le marché qui se retrouve dans cette situation-là parce que il y a des enjeux qui se passent. Là. C'est pas ce qu'on pensait qu'il allait avoir en Amérique du Sud, donc ça peut créer un peu de pression sur le marché. Et l'autre séquence, la partie du mois de juin. Le mois de juin concorde avec comment va l'état des cultures aux États-Unis. On est stress, trop d'eau, trop sec, la culture est variable, ça va pas comme on pense, il y a des écarts de conduite. Et aussitôt qu'on arrive en juillet, puis que la saison, le maïs est pollinisé, c'est fini le marché de grains. Donc, si vous avez du maïs à commercialiser, gardez en tête fin février, début mars, mois de juin, puis essayez d'avoir tout commercialisé, au moins avoir pris un plan de match pour que quand le maïs a terminé la pollinisation, votre plan de commercialisation est terminé. Comme ça, vous allez capturer les opportunités de marché dans le temps. Donc, ça prend pas, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste du grain et analyser tous les stats qui se passent sur le marché, mais c'est de comprendre qui va venir influencer les deux grands joueurs. Ce qui se passe en Amérique du Sud est en février, début mars, et ce qui se passe aux États-Unis est au mois de juin. Gardez en tête, aussitôt que le maïs américain est pollinisé, c'est la fin du marché. Tout tombe jusqu'à temps qu'on rentre dans la nouvelle récolte. Pour l'avenir encore, mais du côté des actions, ce serait quoi que les agriculteurs vont devoir faire probablement dans les prochaines années, sachant que ce type d'année-là qu'on a vécu risque de se reproduire? Je pense que le succès de l'agriculture dans le temps a été un peu ce qu'on faisait dans le passé, on continue à le faire, puis ça va bien. Donc, grand-père faisait ça de même, mon père faisait ça de même, je continue à faire ça comme ça. Je pense que l'agriculture d'aujourd'hui, on va devoir changer un peu cette donne-là et s'adapter. Donc, c'est pas parce qu'on fait une façon de faire une année
que cette façon-là est bonne et on est capable de la répéter année après année. Il faut réussir à avoir un peu de recul, dire, OK, j'ai toujours fait ça de cette façon-là, mais cette année, les conditions font que, OK, au lieu de passer 2 coups de travail de sol au printemps, on est dans un environnement qui est très, très sec, je vais en faire un, ça va être assez. Donc, je vais maintenir mon humidité au niveau du sol au printemps, parce que chaque coup de travail de sol au printemps, on vient perdre environ 1 pouce d'eau d'humidité. Donc, c'est énorme. C'est très, très séchant au printemps, et chaque fois qu'on travaille le sol, on l'assèche. Et il faut pas oublier qu'une semence, autant une semence de soya que de maïs, consomme énormément d'eau. Donc, on met la semence, elle est sec, on la met dans le sol. La première chose qu'elle fait, elle va capter l'eau. Donc, elle va gonfler. Le maïs va capter 30% de son poids en eau et le soya 50% de son eau. Donc, ça prend quand même passablement d'eau dans votre sol pour réussir à faire gonfler la semence pour lui permettre de germer. Donc, gardez ça en tête. Ne pas trop assécher nos sols au printemps. L'autre point, quand je parlais tantôt de résilience des champs, donc il faut voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre structure de sol. De plus en plus, on parle de plantes de couverture. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre rotation maïs-soya ou maïs-soya-céréales? C'est beaucoup plus facile que lorsqu'on a une rotation à 3 cultures d'aller introduire une plante de couverture, mais il y a moyen de travailler aujourd'hui dans une rotation qui est maïs-soya, réussir à introduire une autre plante pour essayer de structurer notre sol un peu plus. Je vous dirais l'ennemi numéro 1 de la structure de sol est le travail de sol. Moins qu'on travaille le sol ou on travaille différemment. Donc, on arrête de travailler en profondeur, on travaille plus à surface pour permettre à la plante d'établir la plante. Puis ensuite, les racines vont faire leur chemin. Puis, l'idée, c'est plus notre sol est structuré, plus il va être en mesure de capter l'eau, en mesure d'entreposer et d'évacuer l'excédent. Il faut garder ça en tête. On vit actuellement des écarts météo. Mais les écarts météo, souvent, on est sur l'impression qu'il tombe plus de pluie que les années d'avant ou dans la moyenne. Mais c'est intéressant, à faire une recherche, si on a, je dirais, un capteur de pluviométrie, puis on est capable de documenter, puis même si vous avez accès à la ferme intelligente avec connexion, vous êtes capable de documenter sur votre entreprise la quantité d'eau qui tombe pratiquement au quotidien et d'avoir une historique aussi de ce qui s'est passé. Donc, si on fait un peu de recherche, cette année, on pense qu'il a tombé énormément d'eau. Oui, il a tombé énormément d'eau. Juillet et août. Donc, si on prend la moyenne de pluviométrie cette année, en 2023, elle est pratiquement équivalente à l'an passé. Donc, globalement, sur une saison, on n'a pas eu vraiment plus de pluie. Par contre, on n'en a pas eu en mai et juin, et on en a eu énormément en juillet et août. Juillet et août, on a reçu environ 60% plus d'eau qu'on est habitué de recevoir sur la moyenne des 10 dernières années. Donc, c'est ces quantités d'eau-là qu'il faut être en mesure de gérer. Et force est d'admettre que probablement que dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, la quantité d'eau globale est toujours la même. C'est dans la période qu'elle tombe et dans la quantité qu'elle tombe. Donc, il faut adapter nos façons de faire pour être capable de passer au travers cette nouvelle façon de cultiver. Donc, gardez en tête le mot résilience. Résilience des sols veut dire comment nos sols sont capables de gérer l'eau adéquatement pour permettre à la culture de faire son cycle de vie puis ultimement exprimer son plein potentiel de rendement. Un grand merci Pascal pour la rétrospective 2023 et pour tes réflexions pour l'avenir. Nous aurons l'occasion de te reparler pour d'autres sujets qui touchent les cultures et les productions végétales de façon générale. Merci à vous, vraiment un grand plaisir, puis n'importe quand si vous voulez m'inviter. Bienvenue dans le Parler réseau du Coopérateur Audio, spécial colloque des coopératrices 2023. Les 28 et 29 novembre dernier, une soixantaine de participantes se sont réunies à l'Auberge du Lac à l'Eau-Claire de Saint-Alexis-des-Monts pour le colloque des coopératrices 2023. Diane Ouellet-Gilbert, présidente des agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean et capitale nationale Côte-Nord, nous a partagé son appréciation de cette conférencière saisissante. Madame Indira m'a vraiment épatée. J'aimerais ça la revoir encore dans d'autres moments parce qu'on disait qu'elle avait réponse aux questions, puis elle tu sais, des fois, souvent, on pose une question, puis c'est évasif. Mais elle n'était pas évasive, puis elle était aussi réaliste. Elle nous donnait des bonnes pistes dans tout. Les participantes ont également entendu des témoignages inspirants, comme celui d'Isabelle Dubois, acéricultrice et directrice de compte marché agricole chez Desjardins Entreprises, de Nathalie Frenette,
chef de la direction d'Agisca Coopérative, de Catherine Venn, copropriétaire d'une entreprise laitière et maraîchère, et de Léda Villeneuve, agronome et copropriétaire de la ferme Vigo, membre d'Aventis Coopérative. Marilyn Côté, vice-présidente de Nutrinor Coopérative, a mentionné les ateliers comme un moment marquant de son séjour. Quand on a fait l'atelier où qu'on échangeait avec tout le monde qui parlait de c'est quoi leurs bons coups qu'ils ont fait, les opportunités qu'ils ont pris, mais les témoignages de tout le monde autour de la table, c'était vraiment intéressant. Puis à chaque fois qu'il y en a une qui disait quelque chose, on dirait qu'on était capable de se voir dans ce qu'elle vivait ou de lui montrer que des fois, des petits coups qu'on fait, c'est plus grand qu'on le pense. Un des attraits forts du colloque des coopératrices reste l'opportunité de réseauter entre elles. Rachel Mahana, une des participantes, confirme que cela fait partie des raisons pour lesquelles elle est revenue cette année. La fraternité avec d'autres femmes, d'autres productions ou la mienne qui vivent des choses très similaires parce qu'on a quand même, on est bien entouré à la ferme, on a notre famille, tout ça, mais c'est de partager des expériences avec d'autres femmes, c'est ça qui est un peu inspirant aussi, puis de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres femmes qui vivent les mêmes choses que nous. Je pense que c'est une façon d'inspirer et de se valoriser ensemble. Rappelons que le colloque des coopératrices, organisé par Andrea Renaud et Émilie Tremblay des Affaires coopératives, s'inscrit dans le plan d'action pour une représentation équitable des femmes dans la gouvernance du réseau. Ce plan d'action est chapeauté par Sophie Gendron, administratrice chez Solio Groupe Coopératif, où elle occupe le siège équité. Pour plus de nouvelles du genre, abonnez-vous à notre infolette hebdomadaire, le Coopérateur Flash, au coopérateur.coop/infolettre. C'était Félicie Tremblay-Jacques pour le Coopérateur Audio.